Histoire 1. Le convoi silencieux, l'autoroute du désert s'étendait devant Will comme une cicatrice taillée à travers la peau du monde. Il était 3 heures du matin, cette heure morte où la nuit oublie qu'elle est censée finir, et où l'obscurité semble permanente, comme si elle avait toujours été là et qu'elle y serait toujours. La lune n'était qu'un éclat d'os suspendu bas dans le ciel, et les étoiles étaient acérées, froides et complètement indifférentes. Will conduisait depuis 6 heures. Le bas de son dos lui faisait mal. Ses yeux brûlaient. Le café dans sa thermos était froid depuis 2 heures de repos. Mais il continuait à le boire quand même, parce que le rituel de porter la tasse à ses lèvres était la seule chose qui le maintenait attaché à la conscience. La radio crachait de la friture sur toutes les fréquences. Pas de musique, pas de voix. Juste le bruit blanc infini d'un monde qui avait oublié comment parler. La solitude ne le dérangeait pas vraiment. 23 ans sur la route lui avaient appris que la solitude n'était qu'une question de perspective. On pouvait être seul dans un relais routier bondé, entouré de voix, et de rires et de bruits d'assiettes, ou on pouvait être parfaitement content dans la cabine de son camion, avec rien d'autre que le ronronnement du moteur et le rythme de la route. La solitude était un choix. L'isolement était une condition. Et Will avait appris, en 2 décennies de longs trajets et de nuits tardives, à faire la différence. Mais cette nuit semblait différente. Cette nuit, la solitude pesait plus lourd, comme un poids appuyant sur le toit de sa cabine. Le désert était trop silencieux. L'autoroute était trop vide. Il n'avait pas vu un autre véhicule depuis plus d'1 heure, et bien que cela ne soit pas inhabituel sur ce tronçon de route, cela semblait anormal ce soir. Cela semblait intentionnel. Comme si le monde s'était vidé juste pour lui. Il chassa cette pensée et tendit la main vers sa thermos. Le café était amer et épais, le résidu d'une infusion préparée 12 heures plus tôt. Il grimaça et le reposa dans le porte-gobelet. Ses paupières devenaient lourdes. Les lignes blanches sur l'autoroute commençaient à se brouiller. Il devait bientôt s'arrêter, trouver une aire de repos. Dormir quelques heures avant le lever du soleil, et puis il les vit. Au début, ce n'était que des formes à l'horizon. Des silhouettes sombres contre le ciel légèrement moins sombre. Will plissa les yeux à travers le pare-brise, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Une file de véhicules, des camions, d'après leur apparence, qui roulaient lentement. En file indienne, il fronça les sourcils. Il avait emprunté cette autoroute une centaine de fois, et il n'avait jamais vu de convoi ici. Pas à cette heure. Pas sur ce tronçon de route. Il n'y avait rien ici que du sable, des buissons d'armoise et l'occasionnel coyote qui fixait vos phares avec des yeux comme des braises ardentes. Il appuya sur l'accélérateur, réduisant la distance. Les formes grandirent. Plus définies. C'étaient bien des camions. 5 d'entre eux. Des gros porteurs, comme le sien. Roulant en formation parfaite, chacun exactement à la même distance de celui qui le précédait. Et aucun d'eux n'avait ses phares allumés. Will sentit le premier picotement d'inquiétude grimper le long de sa nuque. Il vérifia ses propres phares. Ils étaient allumés. Ils l'étaient depuis le coucher du soleil. Il pouvait voir les faisceaux trancher l'obscurité devant lui, illuminant l'asphalte fissuré et les lignes blanches délavées. Mais les camions devant étaient sombres. Complètement sombres. Pas de phare. Pas de feu de position. Pas de lumière de cabine. Rien. Il roulait à l'aveugle au milieu du désert à 3 heures du matin. Il attrapa sa radio CB et appuya sur le bouton du micro. Ici Will sur la voie en direction est. J'ai en visuel un convoi de 5 camions devant, pas de lumière. Vous avez des problèmes électriques, les gars? À vous. Silence. Il réessaya. Quelqu'un me reçoit? Ici Will. J'arrive derrière vous. Je veux juste m'assurer que tout va bien. À vous. Rien. Juste le doux sifflement d'un canal vide. Il changea de fréquence. Réessaya. Rien. Tous les canaux étaient morts. Ce n'était pas inhabituel ici, où les montagnes bloquaient la plupart des signaux et où le désert avalait le reste. Mais combiné avec les camions silencieux et sans lumière devant lui, cela lui donna la chair de poule. Il était maintenant assez proche pour voir les détails. Les camions étaient tous du même modèle. Même marque.
Même année. Mais il n'y avait pas de logo d'entreprise sur les portières. Pas de plaque d'immatriculation qu'il pouvait voir. Aucune marque d'identification d'aucune sorte. C'étaient des copies identiques les uns des autres. Comme si quelqu'un les avait sortis d'un moule. Et ils roulaient à exactement 89 km par heure. Pas 88. Pas 90. 89. Parfaitement régulier, parfaitement synchronisé. Aucune variation, aucune dérive. Les machines ne conduisaient pas avec une telle fluidité. Les gens non plus. Will ralentit, s'alignant sur leur vitesse. Il était maintenant derrière le dernier camion, assez proche pour voir l'arrière de la remorque. Les portes étaient fermées. La bande réfléchissante s'écaillait sur les bords. Il y avait quelque chose de peint sur le métal, délavé et à peine visible. Il plissa les yeux, essayant de distinguer ce que c'était. C'était un chiffre. Un seul chiffre, 5. Il se déporta sur la voie de gauche, se préparant à doubler. « Très bien les gars, marmonna-t-il pour lui-même. Voyons ce que vous avez dans le ventre. » Son camion arriva à la hauteur du dernier poids lourd. La cabine était sombre. Les vitres étaient teintées, mais pas au point de l'empêcher de voir à l'intérieur. Il se pencha, tendant le cou pour apercevoir le chauffeur. Le siège conducteur était vide, le sang de Will se transforma en glace. Il fixa la scène, son cerveau refusant de traiter ce que ses yeux voyaient. Le siège était vide. Le volant tournait tout seul, par petites corrections à gauche et à droite, gardant le camion parfaitement centré dans sa voie. Les pédales bougeaient. Le levier de vitesse changeait. Mais il n'y avait personne dans la cabine. Pas de chauffeur, pas de passager. Personne. Il ramena brusquement ses yeux sur la route, son cœur martelant contre ses côtes. « Non, dit-il à voix haute. Non, tu es fatigué, tu vois des choses, c'est tout. » Il accéléra, dépassant le 5e camion. Le 4e était là, qui attendait. Il regarda à l'intérieur en passant vide. Le volant tournait tout seul. Le 3e camion. Vide le 2e camion. Vide le 1er camion. Vide 5 camions. 5 cabines. 5 sièges conducteurs vides. 5 volants tournant en parfaite synchronisation, guidant le convoi à travers la nuit du désert sans personne aux commandes. Will était maintenant passé devant eux, son camion en tête du convoi. Ses mains tremblaient sur le volant. Sa respiration sortait en halètements courts et saccadés. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il ne voulait pas comprendre. Et puis son camion commença à ralentir. Il n'avait pas levé le pied de l'accélérateur. Il n'avait pas touché le frein. Mais l'aiguille du compteur de vitesse chutait. 90, 80, 70. Le moteur ne peinait pas. Il ne crachotait pas. Il ralentissait simplement. Comme si quelque chose d'autre avait pris le contrôle du véhicule. Il appuya plus fort sur l'accélérateur. Le moteur rugit mais la vitesse n'augmenta pas. L'aiguille continuait de chuter. 60, 50, 40. Le convoi le rattrapait. Les camions se mettaient en formation autour de lui, l'encerclant. Un à sa gauche, un à sa droite, un derrière, un devant. Ils resserraient les rangs, l'attirant dans leur procession silencieuse comme un poisson ramené dans un filet. Will attrapa la radio CB. « Mayday! Ici Will! On me force à quitter la route! Quelqu'un, s'il vous plaît !» La radio grésilla. Pour la première fois de la nuit, une voix passa à travers le signal. Mais ce n'était pas un répartiteur. Ce n'était pas la police routière. C'était autre chose. Quelque chose qui parlait dans un murmure si froid que l'intérieur de la cabine sembla devenir une glacière. « Reste dans la file. » 2 mots, doux, calme, le totalement inhumain. Will hurla. Il tira sur le volant, essayant de se libérer de la formation, mais le camion ne répondait pas. Le volant bougeait sous ses mains, corrigeant sa trajectoire, le ramenant dans le convoi. Il ne conduisait plus. Il n'était plus qu'un passager dans son propre véhicule, emporté par quelque chose qu'il ne pouvait pas combattre. Les camions continuèrent leur route à travers la nuit. 5 devinrent 6. Le convoi poursuivit son voyage silencieux à travers le désert, sans phare, sans bruit, sans chauffeur. Juste des cabines vides et des roues qui tournaient, et l'ordre murmuré qui résonnait dans la radio. « Reste dans la file. » Le matin arriva.
Le soleil se leva sur le désert, peignant le sable de nuances d'or et de rose. Une voiture de patrouille routière trouva le camion de Will garé sur le bas-côté de l'autoroute, à environ 80 km de la ville la plus proche. Le moteur était froid. La portière du conducteur était ouverte. La radio CB était toujours allumée, crachant de la friture dans la cabine vide. Il n'y avait aucun signe de Will. Son portefeuille était dans la boîte à gants. Son téléphone était sur le siège passager. Sa thermos était encore dans le porte-gobelet, le café gelé et solide malgré la chaleur du matin. La police fouilla la zone. Ils amenèrent des chiens. Ils amenèrent des hélicoptères. Ils ne trouvèrent rien. Pas d'empreinte de pas s'éloignant du camion. Aucun signe de lutte. Juste un camion abandonné et un chauffeur qui s'était volatilisé des semaines passèrent. L'enquête n'aboutit nulle part. Will fut déclaré disparu, présumé mort. La communauté des routiers pleura l'un des siens et passa à autre chose, parce que c'est ce que font les camionneurs. La route n'attend personne. Mais les chauffeurs sur ce tronçon d'autoroute commencèrent à signer des choses étranges. Un convoi de camions, disait-il. 5 d'entre eux, parfois 6, roulant en formation parfaite. Sans phare, sans bruit, sans chauffeur. Et si vous vous approchiez trop, si vous essayiez de doubler, votre radio s'allumait et une voix murmurait à travers la friture. Reste dans la file. On dit que si vous empruntez cette autoroute à 3 heures du matin, quand la lune est mince et les étoiles froides et que l'obscurité semble permanente, vous pourriez les voir. Une file de camions silencieux s'étirant à travers le désert. Et si vous regardez attentivement le dernier, le 6e, vous pourriez voir quelque chose dans le siège du conducteur. Un homme. Pâle. Les yeux creux. Les mains sur le volant mais ne conduisant pas. Les lèvres qui bougent mais ne parlent pas. Un homme qui s'est arrêté pour aider et n'est jamais reparti. Un homme nommé Will. Alors si jamais vous êtes là-bas, sur cette longue autoroute du désert au cœur de la nuit morte, et que vous voyez un convoi devant vous, souvenez-vous de ces mots. Ne vous approchez pas. N'essayez pas de doubler. Et quoi que vous fassiez, ne répondez pas à la radio, parce que le convoi cherche toujours un autre chauffeur. Et une fois que vous rejoignez la file, vous ne la quittez jamais. Histoire 2. Le dernier arrêt sur la route 9. John conduisait sur la route 9 depuis 8 ans. Il connaissait chaque virage, chaque nid de poule, chaque aire de repos, chaque station-service et chaque relais routier entre ici et la limite de l'État. Il savait où étaient les contrôles de vitesse, où se trouvait le meilleur café, et où la route devenait glissante quand il pleuvait. La route 9 était sa route. Elle coulait dans ses veines. C'est pourquoi il remarqua le restaurant immédiatement. Il était planté sur le bord de la route à une trentaine de kilomètres après la sortie Morrison. Un tronçon d'autoroute, que John savait pertinemment, ne contenir que des champs vides et une grange effondrée qui s'effondrait depuis la majeure partie, là d'une décennie. Mais il était là, un restaurant, petit, vieillot, avec une enseigne au néon qui bourdonnait et clignotait dans l'obscurité, épelant les mots Last Stop en lumière rose et bleue. John ralentit, fronçant les sourcils. Il n'avait jamais vu cet endroit auparavant. Il parcourait cette route 2 fois par semaine depuis 8 ans, et il n'avait jamais vu ne serait-ce qu'un stand de hot dogs ici. Mais le restaurant semblait avoir été là depuis toujours. La peinture s'écaillait. Les fenêtres étaient embuées de condensation. Le parking était fissuré et envahi par les mauvaises herbes avec un seul camion garé près de l'entrée. Il vérifia sa montre. 2 heures du matin. Il lui restait encore 4 heures avant la limite de sa livraison. Largement le temps. Et son estomac gargouillait. Il n'avait pas mangé depuis le déjeuner. Il se gara sur le parking et coupa le moteur. Le silence s'engouffra pour remplir l'espace que le diesel avait laissé derrière lui. C'était un silence lourd, plus épais qu'il n'aurait dû l'être. John descendit de sa cabine et marcha vers le restaurant, ses bottes crissant sur le gravier. La porte s'ouvrit avec un tintement de clochette. À l'intérieur, le restaurant était chaud et tamisé, éclairé par des suspensions à l'ancienne, qui pendaient du plafond par des chaînes en laiton. Le comptoir était long et blanc,
avec des tabourets en vinyle rouge qui avaient été rapiécés et ré-rapiécés au fil des ans. Les box le long du mur étaient tapissés du même vinyle rouge, fissuré et usé. Il y avait des clients. 5 d'entre eux. Tous camionneurs, d'après leurs vestes et leurs casquettes. Ils étaient assis dans des box séparés, seuls, le regard fixe droit devant eux. Aucun ne mangeait, aucun ne parlait. Leurs tasses de café étaient pleines, leurs assiettes étaient vides. Ils restaient assis, immobiles comme des mannequins, respirant à peine, clignant à peine des yeux. John sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il fit un signe de tête au camionneur le plus proche. « Bonsoir » dit-il. Le camionneur ne répondit pas, ne bougea pas, ne sembla même pas remarquer que John était là. John déglutit péniblement et s'approcha du comptoir. Une serveuse apparut de la cuisine, glissant à travers la porte battante comme si elle était sur roulette. Elle était âgée, peut-être 60 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré. Son uniforme était impeccable et propre. Son sourire était agréable mais étrangement décalé, comme s'il avait été peint et laissé à sécher. « Qu'est-ce que je vous sers, mon chou ?» demanda-t-elle. « Juste un café, » dit John, noir. « Tout de suite. » Elle versa le café sans prendre de tasse. John cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. La tasse était déjà là, déjà pleine, fumant doucement sur le comptoir devant lui. Il ne l'avait pas vu verser. Il ne l'avait pas vu bouger du tout. Il regarda l'horloge sur le mur au-dessus du comptoir. C'était une vieille horloge, de celles avec des aiguilles et des chiffres romains, légèrement jaunies par l'âge. Les aiguilles étaient bloquées sur 2h09. « Cette horloge est cassée, » dit John. La serveuse sourit. « Non, elle ne l'est pas. Mais elle ne bouge pas. Elle n'est pas censée bouger. » John la fixa, puis l'horloge, puis les camionneurs dans leur box. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Je devrais y aller, » dit-il en se levant. « J'ai une limite de livraison. »« Vous n'avez pas fini votre arrêt, » dit la serveuse. « Pardon ? Votre arrêt. Vous ne l'avez pas encore fini, vous venez juste d'arriver. » John sortit un billet de 5 $ de son portefeuille et le jeta sur le comptoir. « Gardez la monnaie. » Il se tourna et marcha vers la porte. Les camionneurs ne le regardèrent pas quand il passa. Ils continuaient juste à fixer droit devant eux, leurs yeux braqués sur le néant, leur visage pâle et sans expression. Il atteignit la porte et poussa. Elle ne s'ouvrit pas. Il poussa plus fort. Rien. Il essaya de tirer. La porte ne bougea pas. « Ce n'est pas encore l'heure, » dit la serveuse derrière lui. Sa voix était plus proche maintenant. Beaucoup plus proche. John se retourna brusquement. Elle se tenait juste derrière lui. Il ne l'avait pas entendue bouger. Il ne l'avait pas sentie approcher. Elle était juste là, son sourire peint toujours en place, ses yeux froids et fixes. « C'est quoi cet endroit, bon sang ?» exigea John. « Une aire de repos, » dit-elle. « Pour les chauffeurs qui ont besoin d'une pause. Une pause permanente. Je m'en vais. Vous ne pouvez pas partir. Pas encore. Pas avant d'avoir fini votre arrêt. » John se retourna vers la porte et frappa l'épaule contre elle. Une fois, 2 fois, 3 fois. La porte trembla mais ne s'ouvrit pas. À travers la vitre, il pouvait voir le parking, le ciel nocturne, son camion. Sauf que son camion n'était pas là, le parking était vide. L'emplacement où il s'était garé, l'endroit où son camion se trouvait quelques minutes plus tôt, n'était plus que de l'asphalte fissuré et des mauvaises herbes. « Où est mon camion ?» murmura-t-il. « Parti, » dit la serveuse. « Ils n'en ont plus besoin. Comme ils n'ont plus besoin de vous. » John pressa son visage contre la vitre, son souffle embuant la fenêtre. Le parking était vide. L'autoroute au-delà était sombre. Et au loin, à peine visible, il pouvait voir quelque chose bouger. Une file de camions. Pas de phare. Pas de bruit. Roulant en formation parfaite à travers le désert, il se retourna vers le restaurant. Les camionneurs dans leur box n'avaient pas bougé. Mais maintenant il les reconnaissait. Leurs visages, il les avait vus auparavant. Sur des avis de disparition. Dans des reportages. Sur les tableaux d'affichage des relais routiers qui avertissaient les chauffeurs des tronçons de route dangereux. Ils s'étaient tous arrêtés ici. Ils s'étaient tous assis dans ces box.
Et aucun d'eux n'était jamais reparti, la serveuse souriait toujours. Prenez un siège, mon chou, votre café refroidi. John regarda le comptoir. Sa tasse de café était toujours là, toujours pleine, toujours fumante. Mais la vapeur était anormale. Elle se déplaçait à l'envers, s'enroulant vers le bas au lieu de monter, replongeant dans le liquide comme si elle était absorbée dans un autre monde. Il regarda l'horloge. 2h09. Pourquoi 2h09 demanda-t-il. Le sourire de la serveuse s'élargit. C'est l'heure à laquelle le premier s'est arrêté, il y a très longtemps. Il était fatigué, il avait besoin de repos. Alors on lui en a donné. Et puis un autre chauffeur s'est arrêté pour aider. Et un autre. Et un autre. Ils sont tous encore là, vous savez, chacun d'entre eux. Elle fit un geste vers les box, vers les camionneurs silencieux au regard fixe, vers les tasses de café pleines et les assiettes vides. Ils attendent, dit-elle. Quoi? Le prochain. C'est toujours pareil. Quelqu'un s'arrête, quelqu'un reste, quelqu'un de nouveau prend sa place sur la route. John recula loin de la porte. Il devait y avoir une autre sortie, une porte de derrière, une entrée de cuisine. Quelque chose. Il trébucha vers le couloir au fond du restaurant, passa les toilettes, passa le téléphone public qui était probablement mort. Le couloir continuait, plus long qu'il n'aurait dû, s'étirant dans l'obscurité. La serveuse était devant lui. Il ne l'avait pas vue bouger. Elle était juste là, bloquant son chemin. « Vous n'avez pas fini votre arrêt », répéta-t-elle. Sa voix n'était plus agréable. Elle était froide, affamée. « Vous ne voulez pas vous reposer? Vous ne voulez pas rester ?» John fit volte-face et courut. Passa les box, passa le comptoir. Passa l'horloge bloquée sur 2h09. Les camionneurs tournèrent la tête sur son passage, leurs mouvements synchronisés, leurs yeux creux le suivant. Il heurta la porte. Elle s'ouvrit. Il tomba à travers, roulant dans l'air froid de la nuit, haletant, pleurant, son cœur essayant de s'arracher de sa poitrine. Son camion était de retour, garé exactement là où il l'avait laissé, le moteur encore chaud, les clés encore sur le contact. John grimpa dans la cabine et claqua la portière. Il ne regarda pas en arrière vers le restaurant. Il ne regarda pas l'enseigne au néon. Il démarra le moteur et écrasa l'accélérateur, les pneus crissant tandis qu'il sortait du parking en trombe et reprenait la route 9. Il roula pendant des heures. Il ne s'arrêta pas. Il ne ralentit pas. Il ne regarda pas dans son rétroviseur. Quand le soleil se leva, il se gara sur le côté et appela la police. Il leur parla du restaurant, des camionneurs, de la serveuse, de l'horloge et du café dont la vapeur allait à l'envers. Ils l'écoutèrent patiemment puis lui dirent qu'ils allaient enquêter. Ils ne trouvèrent jamais le restaurant. John ne reprit jamais la route 9. Il quitta son travail, déménagea dans un autre état, prit une tournée différente avec des routes différentes et des arrêts différents. Mais, parfois tard la nuit, quand il traversait des territoires inconnus, il voyait une enseigne au néon clignoter au loin, rose et bleu. Last stop. Et il appuyait un peu plus fort sur l'accélérateur et priait pour que la route ne finisse jamais. Parce que certains arrêts ne sont pas faits pour se reposer. Certains arrêts ne sont pas faits pour le café, la tarte et quelques heures de sommeil. Certains arrêts sont faits pour y rester. Pour toujours. Et si jamais vous voyez un restaurant qui n'était pas là avant, sur une route que vous avez empruntée 100 fois, avec une horloge bloquée sur 2h09, et des clients qui ne bougent pas, et une serveuse dont le sourire est juste un peu trop large, continuez à rouler. Ne vous arrêtez pas. Ne ralentissez même pas. Parce qu'une fois que vous vous arrêtez au dernier arrêt, ça pourrait bien être le dernier arrêt que vous faites. Histoire 3, la voie sur le canal 19, Sam conduisait à travers les montagnes depuis 3 heures, et il commençait à regretter chaque décision qui l'avait conduit jusqu'ici. La route était étroite et sinueuse, taillée dans le flanc de la montagne comme une réflexion après coup, avec de la roche brute d'un côté et une chute dans le vide de l'autre. Le brouillard était assez épais pour être mâché, et ses phares semblaient abandonnés à environ 3 mètres devant le camion, avalé par le vide blanc. Il aurait dû prendre la route du sud. Il le savait maintenant.
Mais le répartiteur avait insisté que celle-ci était plus rapide. Et Sam essayait de faire bonne impression depuis qu'il avait rejoint la compagnie 6 mois plus tôt. Alors il était là, seul, sur une route de montagne, à 2 heures du matin. Avec un brouillard si épais qu'il voyait à peine le bord de la chaussée, il tendit la main vers son café, but une gorgée, et grimaça. Froid. Évidemment, c'est à ce moment-là que la radio CB se mit à grésiller. Au début, ce n'était que de la friture. Le bruit blanc habituel qui emplissait les canaux vides. Mais ensuite, sous la friture, Sam entendit autre chose. Une voix, faible, lointaine, qui disait des mots qu'il ne parvenait pas tout à fait à distinguer. Il ajusta le cadran, essayant de nettoyer le signal. La friture s'estompa légèrement et la voix devint plus claire. « Aidez-moi !» Sam attrapa le micro. « Ici Sam sur Canal 19. Je vous reçois. Quelle est votre situation ? À vous !» La voix revint, plus forte maintenant, urgente, terrifiée. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis à la borne kilométrique 47, sur la route 16. Mon camion a quitté la route. Je suis coincé. »« S'il vous plaît, vous m'entendez ?» Sam vérifia son itinéraire. Il était sur la route 16. Et si ses calculs étaient bons, la borne kilométrique 47 était à environ 16 km devant lui. « Je vous entends, » dit Sam. « Je suis sur la route 16. Je suis à environ 16 km. Quel est votre état? Êtes-vous blessé? Je ne sais pas. Je ne peux pas bouger. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il fait si froid. » Sam appuya sur l'accélérateur. Le brouillard était toujours épais, mais la route se redressait, et il pouvait voir un peu plus loin maintenant. Il ne savait pas vers quoi il se dirigeait, mais il ne pouvait pas ignorer un appel à l'aide. Pas ici. Pas alors qu'il était peut-être la seule autre personne sur cette route à des kilomètres à la ronde. « Comment vous appelez-vous » demanda Sam silence, puis « Je ne m'en souviens pas. » D'accord, restez juste en ligne avec moi, j'arrive. La route recommença à se rétrécir. Le brouillard s'éclaircissait, mais le terrain devenait plus accidenté. L'asphalte était fissuré et criblé de nids de poules. Les glissières de sécurité étaient rouillées et brisées par endroits. Sam n'avait jamais emprunté ce tronçon de route auparavant, et il commençait à comprendre pourquoi. Personne ne passait par ici à moins de n'avoir aucun autre choix. Il vérifia son compteur kilométrique. Il devrait bientôt arriver à la borne 47. « Il n'y a rien par ici, » dit Sam dans la radio. « Pas de ville. Pas d'aire de repos. Que transportiez-vous ? » « Je ne m'en souviens pas, » répéta la voix. Elle était plus claire maintenant, presque trop claire. Comme si la personne à l'autre bout était dans la cabine avec lui. « Bon, eh bien, je suis presque arrivé. Tenez bon. »« Tu viens de vérifier ton rétroviseur, » dit la voix. Sam se figea. Sa main était encore sur le rétroviseur, en train de l'ajuster. Il n'avait rien dit à ce sujet. Il n'avait fait aucun bruit que la radio aurait pu capter. « Qu'avez-vous dit ? » « Tu ralentis, » dit la voix. Sam ralentissait. Il approchait d'un virage, et il avait instinctivement relâché l'accélérateur. Mais la voix avait parlé avant même qu'il prenne la décision de ralentir. Comme si elle savait ce qu'il allait faire avant qu'il ne le fasse. « Comment savez-vous » demanda Sam. Sa voix tremblait maintenant. « Comment savez-vous ce que je fais ? » « Tu viens de regarder ta montre, » dit la voix. Sam l'avait fait. Ses yeux avaient glissé vers son poignet un instant plus tôt, vérifiant l'heure. 2h09 du matin. « Qui êtes-vous » exigea Sam. « Comment pouvez-vous me voir ?» La radio grésilla. La voix revint, mais elle était différente maintenant, plus désespérée, plus effrayée. Elle était calme, presque amusée. « Je peux te voir maintenant. » Sam écrasa les freins. Le camion dérapa, les pneus luttant pour trouver une adhérence sur l'asphalte fissuré. Devant, bloquant complètement la route, il y avait un camion. Un gros porteur. Le même modèle que celui de Sam. La même année. La même couleur. Il était enroulé autour d'un arbre. La cabine était écrasée. Le pare-brise était brisé. Le bloc moteur avait été enfoncé vers l'arrière dans l'habitacle passager. De la vapeur montait encore du radiateur, s'enroulant dans le brouillard comme une âme qui s'en va sur le côté de la portière. À peine visible à travers le métal tordu et le verre brisé, il y avait un logo d'entreprise.
Le logo de l'entreprise de Sam Sam resta figé dans sa cabine, les mains agrippant le volant, le cœur martelant contre ses côtes. L'accident était récent. Il devait l'être. La vapeur montait encore. Le métal cliquetait encore en refroidissant. Mais il n'y avait pas de traces menant hors de la route. Pas de traces de freinage. Aucun signe que quelqu'un avait essayé de s'arrêter. Comment est-ce possible? Murmura Sam. La radio grésilla. La voix revint une dernière fois. Tu es le prochain. Sam passa la marche arrière. Le moteur hurla. Les pneus tournèrent. Mais le camion ne bougea pas. Quelque chose le maintenait en place. Quelque chose d'invisible et de puissant et de totalement patient. La radio se tut. Le brouillard se referma. Et Sam, seul sur une route de montagne avec un camion accidenté et une voix qui connaissait chacun de ses mouvements, commença à hurler. Il hurla jusqu'à ce que sa voix s'épuise. Il hurla jusqu'à ce que le brouillard avale le son. Il hurla jusqu'à ce que la radio grésille une dernière fois, et une voix qu'il reconnut, sa propre voix, murmure à travers la friture. « Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis à la borne kilométrique 47. » Des semaines plus tard, un autre chauffeur sur la route 16 entendit une voix sur le canal 19, un homme, terrifié, demandant de l'aide. Le chauffeur suivit les indications jusqu'à la borne kilométrique 47, le cœur battant, les mains tremblantes. Quand il arriva, il ne trouva rien. Pas d'accident, pas de camion, aucun signe de qui que ce soit en détresse, mais la voix était toujours là. Sur la radio, détaillant tout ce qu'il faisait. Tu viens de vérifier ton rétroviseur, tu ralentis, tu regardes ta montre. Et puis, d'une voix qui n'était plus effrayée, d'une voix calme et froide et affamée, elle dit « Je peux te voir maintenant ». Le chauffeur essaya de s'enfuir. Il essaya de faire marche arrière. Il essaya de hurler. Mais la route n'a aucune pitié pour ceux qui répondent à l'appel. Si jamais vous conduisez à travers les montagnes la nuit, et que votre radio CB capte un signal, une voix qui demande de l'aide, qui donne des coordonnées, qui semble terrifiée et seule, réfléchissez à 2 fois avant de répondre. Réfléchissez à 3 fois avant de suivre les indications, parce que la voix sur le canal 19 ne demande pas de l'aide. Elle demande de la compagnie. Et une fois qu'elle vous trouve, une fois qu'elle vous voit, une fois qu'elle connaît chacun de vos mouvements avant que vous ne les fassiez, il n'y a qu'une seule façon dont cette histoire se termine. Avec une autre voix sur le canal 19, un autre appel à l'aide, un autre chauffeur suivant les indications vers un endroit qu'il ne quittera jamais. Le cycle ne s'arrête jamais. La voix ne dort jamais. La route de montagne ne finit jamais. Est quelque part là-bas, dans le brouillard et l'obscurité et le froid, un chauffeur nommé Sam demande encore de l'aide. Attendant que quelqu'un réponde. Attendant que quelqu'un prenne sa place. Peurez-vous celui-là?